Donc, si je comprends bien, ils veulent faire le mur de Kiev. Référence au mur de Berlin. Littéralement diviser l'Ukraine en deux. Les forces armées ukrainiennes ont besoin de 30 000 hommes, donc 30 000 soldats par mois pour pouvoir maintenir leur capacité de combat. 30 000. 30 000. Et c'est ce qu'a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Il s'appelle Syrski. C'est quoi? Voilà où ils en sont actuellement. Les représentants des médias cherchent à savoir si le chiffre de 30 000 personnes par mois mentionné par Zelensky pour les besoins de l'armée serait suffisant. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus que 30 000 par mois? Si l'armée ukrainienne, si l'Ukraine refuse ce plan de paix, il fait quoi, Donald Trump? Il a déjà tordu le bras en public devant des milliards de téléspectateurs à Volodymyr Zelensky. Il peut faire quoi de plus? Il a déjà privé l'Ukraine du soutien du renseignement. Il a déjà menacé de sanctions. Donc, à un moment donné, il va falloir que les Américains aient le courage, quand même, de dire que c'est l'Ukraine qui a une parole à faire. Elle a autant la parole sur ce dossier que la Russie, ce que pour l'instant les États-Unis n'ont jamais dit. Ils ont tenu l'Ukraine toujours en retrait. Oui, mais jusqu'à présent, l'Ukraine n'a jamais su ce que c'était que de perdre tout le soutien américain. L'arrêt du partage des renseignements, là, ça n'a duré que 4 jours. Et pendant les 4 jours, là, vous avez vu toute la percée, l'avancée fulgurante de la Russie dans le territoire. Donc, jusqu'à présent, les Ukrainiens n'ont jamais combattu en étant réellement abandonnés et complètement abandonnés par les Américains. Vous imaginez un peu que les Américains ramènent leurs patriotes. Vous imaginez que les Américains récupèrent leurs munitions, récupèrent leurs armes, récupèrent leurs avions, récupèrent leurs missiles. Vous pensez vraiment que l'Ukraine va tenir combien de temps? Ce sont ces mots en langage toujours très oui, avec ce langage toujours comminatoire de Donald Trump qui donne des ordres finalement à ses interlocuteurs, sauf que pour l'instant, ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas parce que le monde n'est pas à son service. Il a tellement l'habitude de donner les ordres parce qu'il est un riche aux États-Unis, parce qu'il est président des États-Unis, parce que les États-Unis sont l'un des plus grands pays du monde, a plein de valets, qu'il a oublié que le reste du monde ne lui appartient pas. Voilà, c'est en fait ça le truc. Donc vous voyez qu'il vit dans un fantasme et à chaque fois la réalité doit le rappeler à l'ordre. Autre dossier à présent que l'on aimerait aborder ensemble. Peut-on parler, et on le verra ensemble, de propositions déconcertantes ou de ballons d'essai qui correspond à une forme d'impatience aussi du président américain? Regardez l'interview qu'a donnée l'émissaire de Donald Trump au quotidien britannique Times. Il imagine un projet proche du Berlin d'après la Deuxième Guerre mondiale, avec une présence à la fois de forces européennes et russes, séparées par le fleuve Dniepr, mais sans troupes américaines. Précision qui a son importance, on aura l'occasion d'y revenir. Effectivement, Keith Kellogg, dans un tweet, il y a quelques heures, est un peu revenu en disant que ses propos avaient été déformés. Néanmoins, il va loin et je le disais, cela traduit aussi peut-être une forme d'impatience du président américain. Cette guerre en Ukraine réglée en 24 heures, on en est très loin. Écoutez aussi sa porte-parole à la Maison-Blanche qui traduit cette impatience également et on verra en carte à quoi ça peut ressembler. Je peux confirmer que M. Witkoff est en Russie pour communiquer directement avec le Kremlin et Vladimir Poutine. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le processus de négociation en vue d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix final en Russie et en Ukraine. Ces négociations étant en cours, je ne vais évidemment pas devancer le président ou son équipe, mais je pense que Donald Trump a clairement indiqué qu'il était continuellement frustré par les deux parties de ce conflit et qu'il souhaitait voir ces combats prendre fin. Il veut que la guerre prenne fin. La porte-parole de la Maison-Blanche et avec le général François Chauvency, on est devant ce que pourrait être cette proposition de partition de l'Ukraine, général. Encore une fois, beaucoup de prudence quant à ses propos parce qu'il est revenu un peu dessus, mais néanmoins, cela dit quand même quelque chose. À quoi ressemble la proposition de cet émissaire de Donald Trump quant à une partition éventuelle de l'Ukraine? Donc, si je comprends bien, ils veulent faire le mur de Kiev. Référence au mur de Berlin. Littéralement diviser l'Ukraine en deux. Zone démilitarisée, 29 km de large. Ok, écoutez un peu, je suis très curieux d'écouter ce qu'ils ont à dire là-dessus. Vraiment, on va les découvrir ensemble. Cette proposition correspond à la réalité militaire du terrain. Ici, vous avez effectivement tout ce qui est conquis en partie par la Russie, parce que là, on voit qu'il a été intégré la partie qui n'est pas encore, je dirais, conquise par les Russes, c'est-à-dire, en gros, la Russie contrôle environ 75 à 90% des 4 oblasts qui sont là. Ici, vous avez l'Ukraine traditionnelle. Alors, ce qui a été dit, surtout, c'est le Dniepr. C'est pas tout à fait exact. Le Dniepr s'arrêtera ici. Là, on va jusqu'à Kiev. Donc, une partie du Dniepr sera la frontière naturelle, finalement, que l'on connaît bien dans la région de Kherson et autres, et Zaporijia, qui est ici. Et là, vous avez ces centaines de kilomètres de front.
les 4 blasts, mais ça voudrait dire implicitement que les Américains donneraient finalement ce qui n'a pas été conquis aux Russes, ce qui, à mon avis, est inacceptable par les Ukrainiens. Et par contre, la deuxième position, c'est cette ligne démilitarisée de 25 km environ de profondeur, tenue théoriquement, alors par qui ? L'armée ukrainienne, c'est la politique proposée par la France et la Grande-Bretagne. Cette ligne démilitarisée, on est ici. Là, voilà, elle est ici, voilà, elle est là. Hein. Alors, a priori, on ne voit pas qui pourrait la tenir en dehors des armées ukrainiennes, et encore, c'est à débattre. Et puis, vous avez une force de réassurance que proposent les Européens, qui est en base arrière, finalement, ici, par là, ou un peu plus loin, d'ailleurs, c'est marqué, d'ailleurs, excusez-moi, c'est plutôt là, d'ailleurs, des Français, des Britanniques et les nations qui voudraient bien y participer, qui seraient la force de réaction rapide de l'Ukraine en cas d'agression des forces armées ukrainiennes par les Russes dans le futur. Mais ce qu'a bien dit Kellogg, c'est en cas de cessez-le-feu. En cas de cessez-le-feu. C'est pas tout à fait pareil. On n'est pas dans la situation actuelle. Donc moi, je dirais que c'est une situation aujourd'hui qui est tout à fait pragmatique, qui est la réalité du terrain, mais je ne vois pas comment les Ukrainiens pourraient l'accepter, ce qui veut dire, en fait, c'est que les Ukrainiens ne pouvant pas l'accepter, la guerre va continuer. La question que je me pose là, c'est est-ce qu'il est en train de parler des Ukrainiens ou il est en train de parler des Européens ou des Occidentaux en règle générale? Parce que depuis le début de cette guerre, les Ukrainiens n'ont pas grand mot à dire. Hein. Là, j'ai beau réfléchir, il dit les Ukrainiens, mais ça ressemble beaucoup plus à ce que les Européens précisément refuseraient de lâcher. Et par extension, refuseraient que Zelensky ne l'accepte. Ou encore tout gouvernement pro-Europe, pro-occidentaux. Je vois plus ça dans ce sens-là. Parce qu'ils ont beau essayer de vouloir minimiser les pertes de l'Ukraine, elles sont énormes, tant territoriales, humaines, infrastructurelles, etc., etc. L'Ukraine est épuisée par les combats, à tous les niveaux. Je ne sais même pas si vous êtes tombé dessus, mais l'Ukraine est tellement désespérée qu'elle pousse le bouchon jusqu'au bout, comme ils ont dit, jusqu'au dernier Ukrainien debout. Les forces armées ukrainiennes ont besoin de 30 000 hommes, donc 30 000 soldats par mois, pour pouvoir maintenir leur capacité de combat. 30 000. 30 000. Merde! Et c'est ce qu'a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Il s'appelle Syrski. C'est quoi? Oleksandr Syrski. 30 000 soldats par mois. Voilà où ils en sont actuellement. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a déclaré le 9 avril dans une interview accordée dans une édition ukrainienne qu'il était nécessaire de mobiliser 30 000 hommes ukrainiens tous les mois. Volodymyr Zelensky a cité ce chiffre. Et c'est vraiment un chiffre auquel nous devons adhérer, a déclaré Syrski. Les représentants des médias cherchent à savoir si le chiffre de 30 000 personnes par mois mentionné par Zelensky pour les besoins de l'armée serait suffisant. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus que 30 000 par mois? À cet effet, la numérisation devrait être utilisée pour pouvoir reconnaître tout citoyen et savoir où est-ce qu'il se trouve, pour pouvoir venir les capturer et les envoyer sur le terrain. Après, ils vont s'étonner qu'ils n'avancent même pas, vu qu'ils prennent des gens qui ne veulent pas être là. Et au-delà de ça, ils prennent des gens qui ne sont pas formés. On prend des gens qui sont complètement apeurés. En fait, ils sont juste en train de récupérer de la chair à canon. C'est tout. Selon Syrski, le nombre de soldats russes a quintuplé depuis l'escalade du conflit en 2022 et s'élève aujourd'hui à environ 623 000. Et chaque mois, ils augmentent leur effectif de 8 à 9 000 personnes. En un an, ils atteignent 120 000 à 130 000 hommes, a-t-il déclaré. Mais c'est normal. Eux, ils ont organisé leur société pour cela. Et les soldats russes, eux, ils sont formés. On prend le temps de les former. Ce ne sont pas juste des gens qui tapent dans la rue, des personnes qui vendaient les crêpes, qui étaient serveurs dans les restaurants, qui étaient comptables, que l'on capture pour les envoyer sur le terrain. Non, ce sont des soldats formés parce qu'ils ont pensé leur politique militaire comme cela, en raison du manque d'effectifs en Ukraine. Et il y a environ 350 000 Ukrainiens, 350 000 soldats qui sont au front depuis plus de 3 mois et ce sans rotation. Ils n'ont pas eu le temps de prendre des pauses, rentrer chez eux, etc. La Rada, qui est le parlement ukrainien, a soulevé la question en 2024 pour pouvoir inclure la démobilisation dans la loi sur la mobilisation et donner la possibilité de démobiliser ceux qui ont déjà servi pendant 3 ans. Ils ont calculé qu'en avril 2025, sur le nombre total de gens qu'ils ont sur le front, il y a environ 350 000 qui devraient être démobilisés immédiatement. Et s'ils font ça, ils perdent immédiatement un tiers de leur armée. Moi, je trouve même que leur chiffre, si c'est largement exagéré. Je vous assure, largement exagéré. C'était juste pour vous montrer à quel point l'armée ukrainienne actuellement ne s'en sort pas, contrairement à ce que prétendent les médias occidentaux. L'armée ukrainienne ne s'en sort réellement pas. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui aura grand mot à dire en réalité si on fait le mur de Kiev. C'est pas eux. Ce sont les gens qui les ont envoyés à la guerre. Sauf que si les gens qui les ont envoyés à la guerre se plient face aux gens contre qui ils étaient réellement en guerre, c'est-à-dire les Russes, l'Ukraine va se contenter de subir
subir. Tout comme elle va subir le contrat sur l'exploitation de ses terres. Ils vont se contenter de subir pour n'avoir rien fait d'autre que déclencher une guerre de proxy. Au moins, l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale avait déclenché une guerre tribale. L'Ukraine va payer pour quoi? Avoir obéi aux ordres de l'impérialisme? Vous allez voir. Continuez de leur faire confiance. Ouais, comment ça va se passer? Comment ça pourrait se passer pour ces troupes françaises, britanniques? Pas de troupes américaines, a précisé l'émissaire de Donald Trump. Tout à fait. Aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines, les états-majors travaillent sur cette capacité. C'est une volonté politique, d'ailleurs franco-britannique, de mettre des troupes de ceux qui veulent sur le terrain. On ne sait pas combien, on a évalué ça à entre 15 et 30 000 hommes, donc des forces terrestres. Mais ça veut dire aussi le contrôle de l'espace aérien. S'il n'y a pas de contrôle de l'espace aérien, ces forces terrestres seraient en difficulté. Ce qui veut dire que vraisemblablement, il y aura aussi des forces aériennes de ces pays qui le veulent bien. Et puis, on ne pourra pas évacuer quand même une participation indirecte et discrète des Américains qui contrôlent finalement une grande partie de l'espace aérien de l'Europe par leur système Aegis dans le cadre de l'OTAN. Notamment une base antimissile qui se trouve en Pologne aujourd'hui, qui va perdre une partie des effectifs, semble-t-il, ça a été annoncé 10 000 Américains de moins, mais c'est des Américains projetés, c'est-à-dire ceux qui sont là qu'une manière temporaire. Donc aujourd'hui, je vois mal comment les Américains pourraient complètement se désengager. En revanche, il est certain que cette force franco-britannique plus serait finalement la région de Kiev ou la région de Lvov ou de Lviv, vraisemblablement en mesure de réassurer, apporter cette garantie de sécurité, c'est le terme qu'il faut retenir, une garantie de sécurité au profit des Ukrainiens qui seraient de toute façon en première ligne. Effectivement, peut-être un dernier mot devant cette carte. C'est la meilleure option pour Vladimir Poutine quand on voit ce découpage. Ça veut dire que là, on acte ce que ces territoires sont annexés par la Russie, très clairement. Je vais donner mon analyse très militaire de la situation qui ne va pas plaire. Ça veut dire que l'Ukraine a perdu, que la Russie a gagné. C'est un aveu de défaite parce que les Ukrainiens ne seront plus soutenus, même si les Européens continuent à faire quelque chose derrière. Mais pour l'instant, à date d'aujourd'hui, si ce plan était adopté, ce que je dis, je n'y crois pas, parce que je ne vois pas comment il pourrait être accepté par les Ukrainiens et par les Européens. Cela veut dire qu'on dit l'Ukraine a perdu, la Russie a gagné, elle récupère des terres. C'est ce qui va se passer. Mais c'est, en fait, vous retrouvez l'histoire militaire depuis des siècles. Ça a été comme ça. Vous voyez qu'il a tourné en rond et il a fini par dire ce que je voulais qu'il dise. Ce sont les Européens qui vont refuser, pas les Ukrainiens. Quand il dit les Ukrainiens et les Européens, il veut en fait dire ce sont les Européens qui vont refuser, tout simplement. Et pour l'aveu d'échec, peut-être que là c'est un scénario hypothétique, mais de toute façon, l'Ukraine a déjà perdu cette guerre. Tout l'OTAN entier contre la Russie seule. Ils n'ont rien pu faire. Ça veut dire un traité, une reconnaissance de fait, avec un traité après, donc de juré, qui fait que la partie ukrainienne, contrôlée par les Russes, plus qu'on va leur donner, c'est la victoire russe, et donc, comment dire... Et donc, la défaite de l'OTAN et de l'Ukraine, oui, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Le monde entier va voir que vous avez échoué dans une guerre que vous avez déclenchée vous-même. Et ça va leur faire bien mal, parce que le monde entier va voir ça. Donc, vous avez fini de jacasser comme ça, pour ensuite vous ratatiner comme ça. Oui. Et c'est tout ce que le monde va retenir, hein, rien d'autre. Et au sujet des territoires, la Russie a déjà dit qu'elle n'allait pas rendre ses territoires. Elle a déjà dit qu'elle n'allait pas les rendre, de toute façon. Donc, vous allez faire quoi? Continuer une guerre que vous avez déjà perdue. Lorsque Keith Kellogg présente ça, il présente simplement la réalité des faits. C'est tout. Comment dire? Vladimir Poutine a entièrement gagné sur toute la ligne avec l'appui des Américains. Décryptage indispensable avec vous, Général François Chevresis. Cette carte et cette proposition, on continue d'en discuter. Rejoignez-moi à la table. Ce qui marque aussi Manon, mais aussi Richard Verly, ce sont les propos de l'émissaire de Donald Trump qui dit quand même, vous pourriez faire presque ressembler cela à ce qui s'est passé avec Berlin après la Deuxième Guerre mondiale, quand vous aviez une zone russe, une zone française, une zone britannique, une zone américaine. Richard Verly, est-ce que comparaison est toujours raison? Ça interpelle très clairement. Moi, je trouve que la comparaison avec Berlin, si elle émane de Keith Kellogg, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Donald Trump, parce que rappelons que pour maintenir la zone occidentale de Berlin, il a fallu un pont aérien américain. C'est-à-dire que les Américains sont intervenus physiquement. Ce que ne souhaite pas le président américain aujourd'hui. C'est tout à fait contradictoire avec la politique de Donald Trump. Donc, je dirais la référence à Berlin, moi je la trouverais plutôt positive pour l'Ukraine, parce que ça voudrait dire que les États-Unis sont prêts militairement à s'engager pour faire en sorte que cette zone démilitarisée ne soit pas remise en cause par la Russie, sachant que ses contours exacts seront probablement négociés, que c'est sans doute pas la version définitive. Ne vous inquiétez pas pour Donald Trump. Il va faire tout ce qui sera nécessaire pour pouvoir récupérer les terres rares et les ressources de l'Ukraine. C'est pour récupérer ça. Une fois que le plan sera validé, il faut les soldats américains là-bas, il ira, il va construire tout ce qui sera nécessaire tant que ça va ramener de l'argent aux Américains. Donc, il ne faut pas simplement s'asseoir et écouter la
la parole de Donald Trump, déjà qu'il n'a même pas de parole. Mais il ne faut pas écouter la parole de Donald Trump partant du principe que non, il a dit ça, il a dit qu'il ne veut plus les soldats américains ailleurs, et vous vous asseyez, vous dites oui, ça va. Non, il va investir tout ce qu'il faudra pour pouvoir récupérer l'argent de l'Ukraine. Tout. Si cette carte est validée et que les Ukrainiens signent l'accord sur l'exploitation de leur pays par les États-Unis, ouf, même si c'est 800 ponts, les gars vont construire les 800 ponts. Parce que ce que ça va leur apporter sera infiniment plus rentable. Après, il y a un autre scénario qui est d'ailleurs très proche, qu'on a souvent évoqué, qui est le scénario à la coréenne. C'est-à-dire, on sépare avec une zone démilitarisée. Il y a sur la zone démilitarisée les deux armées en présence, de part et d'autre. Et il y a légèrement en aval des bases américaines, dans le cas de la Corée, qui viennent soutenir la Corée du Sud, et des patrouilles de pays neutres sur la zone démilitarisée, puisqu'en sur la ligne démilitarisée coréenne, il y a notamment des Suisses, et il y avait des Suédois quand ils étaient encore neutres, ils ne le sont plus aujourd'hui. Keith Kellogg, d'ailleurs convaincu que concernant cette zone démilitarisée, oui, il y aura des violations. Et il se pose la question, probablement parce qu'il y en a toujours. Donc pour l'instant, quand on voit ce schéma, il n'est pas inattendu, parce que ça fait partie des solutions qui étaient sur la table depuis un long moment. Effectivement, le tracé actuel donnerait l'avantage à Vladimir Poutine, mais toute la question principale est reposée. Qui va garantir ? Et est-ce que les États-Unis, notamment, vont garantir ? Quant à la France et à ses efforts européens, on en est toujours au même point. On en parle, on en parle, on en parle, et on ne fait qu'en parler. On en parle. Il a bien résumé les Français. On en parle, et Manon Kérouis, la agace. Précisément le président américain qui dit faut que ça bouge un peu plus. Moi, ce que je vois dans cette ébauche de plan, c'est quand même un aveu d'échec assez cuisant. C'est-à-dire que quand on se rappelle des promesses de Trump, dès avant son arrivée à la Maison-Blanche, de régler le conflit en 24 heures, on en est vraiment très loin. La promesse de trêve d'ici Pâques, elle s'éloigne de plus en plus. Aujourd'hui, vous avez encore des bombardements sur les infrastructures, vous avez aucune libre circulation en mer Noire, qui était quand même un peu aussi les prérequis avant de pouvoir signer des accords de paix. C'est un peu comme dans le même dossier que le dossier avec la Chine, c'est-à-dire que là, on voit aussi que les Russes, ils ont du temps pour eux. Les Ukrainiens, ils sont privés de l'aide militaire américaine, ils sont privés aussi du renseignement militaire. Et la Russie avance au prix de lourdes pertes, certes, mais continue à avancer. L'Ukraine démarre d'abord une guerre de proxy sans être préparée. Pourquoi ? L'Ukraine démarre d'abord une guerre de proxy en comptant sur les autres. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Si c'était une véritable guerre souveraine, on aurait pu comprendre que l'Ukraine entame la guerre sans réellement être équipée parce que voilà, il faut lutter pour sa survie. Mais non, c'est une guerre de proxy de l'OTAN contre la Russie. Et elle part faire la guerre là en comptant sur les impérialistes. C'est eux qui ont commencé. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? N'ont-ils pas étudié l'histoire ? N'ont-ils pas vu comment est-ce qu'ont été traités les valets de l'impérialisme quand ceux-ci ont perdu ou quand ceux-ci avaient accompli leur mission et qu'on n'avait plus besoin d'eux? S'il avait étudié un temps soit peu l'histoire, il aurait su. Il ne se serait même pas lancé dans ça. Vous ne pouvez pas démarrer une guerre en comptant sur la coopération des autres et quand les autres arrêtent de coopérer, vous vous fâchez. La coopération, ce n'est pas une obligation. Mais maintenant, toi, l'Ukraine, tu as l'obligation de terminer la guerre que tu as commencé. Tu fais alors comment? Ce sera simplement en concédant tout ce que la Russie va demander. Ce plan, si jamais il était avéré que c'était bien ce qu'ils avaient en tête, il faut quand même le rappeler, c'est hyper important, ça condamne de facto l'intégralité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. C'est-à-dire que ces milliers de kilomètres qui ont été récemment conquis par les Russes dans les oblasts de Kherson, Zaporijjia, Donetsk et le quatrième... Luhansk, voilà, merci. Ça veut dire qu'on les abandonne. Et ça veut dire aussi qu'on envoie un signal quand même hyper dangereux, notamment à la Chine. C'est, si vous êtes conquis, si vous êtes envahi, on viendra jamais vous sauver. C'est lunaire comme plan. Et ouais, Général François Chauvency, je vous vois acquiescer. Sachant que j'aimerais juste qu'on revienne sur la personnalité aussi de Keith Kellogg. A-t-il complètement la confiance de Donald Trump? C'est aussi à se poser la question, parce que... qu'on a dit qu'il avait eu cette confiance depuis le départ, il a été mis en retrait, semble-t-il, parce que les Russes auraient dit qu'il était trop pro-ukrainien. C'est ça. Moi, ce que je retiens quand même, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un ancien général, ce qui veut dire qu'il a une vision pragmatique des choses. Quelle est la situation? On salue toujours un ancien général. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a une formation globale qui est, on n'est pas là pour prendre nos désirs pour des réalités. Il y a une situation sur le terrain, on demande de remplir une mission,
qu'est-ce que je fais pour remplir ma mission? Alors que vous passez votre temps à prendre vos désirs pour des réalités. Jusqu'à mentir dans les médias quand la réalité ne concorde pas avec vos désirs. Et je prends de faits, je parle de faits et non pas d'émotions, d'indignation ou de déclarations. Hein. Donc voilà la réalité. Et donc, on a connu des généraux qui prenaient parfois leurs désirs pour des réalités. Oui, mais ils ne duraient jamais longtemps. Parce qu'il faut que la troupe suive après. Donc on est dans une situation effectivement délicate. Puis j'ajoute peut-être un autre point, ce que vous venez d'évoquer, Manon, c'est qu'en fait, c'est le vrai débat sur l'avenir des frontières. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et on le voit partout, parce qu'il n'y a pas que la Chine et Taïwan, il n'y a pas que l'Ukraine, il y a plein d'endroits dans le monde où ça bouge, où on remet en cause les frontières, quelles qu'elles soient. Donc la réalité, elle est là aujourd'hui. Les guerres futures s'annoncent. Elles seront peut-être économiques à la date d'aujourd'hui, parce que les Américains ne sont concernés que par cela. Mais la remise en cause des frontières issues depuis 1945 et quelques autres conflits depuis fait qu'il y a une redistribution de l'organisation territoriale du monde et que je crois que là, il faut bien en tenir compte. Et effectivement, les conséquences pour ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est avaliser, oui, une conquête territoriale et finalement une défaite militaire, mais une victoire géopolitique pour la Russie. Hein, donc c'est une réalité. Évidemment, Taïwan, ça va être la tentation, et c'est déjà en cours, on le voit, il y a des tests. Voilà, donc la réalité aujourd'hui, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, qu'est-ce qu'on fait, effectivement. C'est la question que vous posiez tout à l'heure. Absolument. Et parce que, juste, je me permets cette précision, et l'histoire se fait aussi devant nos yeux, cette proposition, cette interview, même si elle a été en partie démentie, il faut être très prudent et très précis sur ce que nous racontons, a fait réagir à Moscou. L'idée n'est pas acceptable. Voilà ce que l'on dit ce midi pour la Russie et pourrait conduire à une nouvelle escalade. Voilà ce que déclare l'ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères lors d'une émission en direct sur la chaîne propagandiste Soloviev Live. Selon lui, sur la chaîne propagandiste. C'était absolument nécessaire pour elle de préciser que c'était une chaîne de propagande. Parce que eux, ils ne sont pas une chaîne de propagande. Eux sont une chaîne, pas de propagande, mais la chaîne propagandiste russe. Ah, vraiment. Les Ukrainiens ont rassemblé, direct sur la chaîne propagandiste Soloviev Live. Selon lui, les Ukrainiens ont rassemblé, analysé l'expérience du conflit, préparé, remotivé des dizaines de milliers de combattants formés en Grande-Bretagne. Donc, fin de non-recevoir à 7 heures. Non, je ne dirais pas ça. Vous ne diriez pas ça, Richard Verly. C'est une prise de position médiatique à un moment où Steve Witkoff, l'envoyé, l'émissaire, parce que c'est lui qui est chargé des négociations, l'émissaire de Donald Trump, va rencontrer Vladimir Poutine. Ah, rencontré d'ailleurs. Cette rencontre s'est faite hier à Saint-Pétersbourg, en effet. Je pensais qu'il y en avait encore une à l'agenda. Donc il y a une ambiance médiatique, parce que pour la Russie, de toute manière, si ça avait lieu, c'est vrai que sur le plan territorial, ce serait une victoire, mais ce ne serait pas la victoire qu'avait promis Vladimir Poutine. Parce que lui, il avait promis la conquête de l'Ukraine, l'élimination des nazis, vous vous souvenez. Absolument. Donc il va falloir faire passer la pilule, si je puis dire, à l'opinion russe, et ça n'est pas si évident. Donc je ne dirais pas que c'est une fin de non-recevoir. Ce que je pense, en revanche, c'est qu'il y a une inconnue majeure. Enfin, pas inconnue parce que le général en a parlé, c'est l'Ukraine. Si l'armée ukrainienne, si l'Ukraine refuse ce plan de paix, il fait quoi, Donald Trump? Il a déjà tordu le bras en public devant des milliards de téléspectateurs à Volodymyr Zelensky. Il peut faire quoi de plus? Il a déjà privé l'Ukraine du soutien du renseignement. Il a déjà menacé de sanctions. Donc, à un moment donné, il va falloir que les Américains aient le courage, quand même, de dire que c'est l'Ukraine qui a une parole à faire, elle a autant la parole sur ce dossier que la Russie, ce que pour l'instant les États-Unis n'ont jamais dit. Ils ont tenu l'Ukraine toujours en retrait. Oui, mais jusqu'à présent, l'Ukraine n'a jamais su ce que c'était que de perdre tout le soutien américain. L'arrêt du partage des renseignements, là, ça n'a duré que 4 jours. Et pendant les 4 jours, là, vous avez vu toute la percée, l'avancée fulgurante de la Russie dans le territoire. Donc, jusqu'à présent, les Ukrainiens n'ont jamais combattu en étant réellement abandonnés et complètement abandonnés par les Américains. Vous imaginez un peu que les Américains ramènent leurs patriotes. Vous imaginez que les Américains récupèrent leurs munitions, récupèrent leurs armes, récupèrent leurs avions, récupèrent leurs missiles. Vous pensez vraiment que l'Ukraine va tenir combien de temps? Donc, non, malgré tout, ce sont les États-Unis qui vont dicter la pluie et le beau temps en Ukraine. Même si après les Européens vont essayer de venir amortir un peu ou rééquilibrer 2-3 éléments, non, ça va pas se passer comme ça en réalité. Parce que même avec le soutien de toute l'Union européenne, si jamais les États-Unis disent qu'ils ne sont vraiment plus là, tous les gars là vont flancher, tous vont tomber, tous, sans exception. C'est à cause du renseignement américain que la guerre s'est dure jusqu'à présent et du fait que la Russie, bien évidemment, ne veut pas utiliser la méthode ultra forte. Sur ce dossier que la Russie, ce que pour l'instant les États-Unis n'ont jamais dit, ils ont
tenu l'Ukraine toujours en retrait en voulant négocier avec la Russie. C'est dans la droite ligne de toute façon de la diplomatie trumpienne qui est la loi du plus fort. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de faire passer pour un succès diplomatique ce qui ressemble à une débandade. Moi, ça me rappelle énormément le dossier afghan sur Trump 1. C'est-à-dire qu'on a négocié une paix de dupes avec les talibans dans le dos des Afghans avec les résultats qu'on voit aujourd'hui aussi. Donc en fait, il y a quand même toujours ce truc très récurrent. Et ce qui est perturbant, je trouve, c'est la convergence idéologique en fait entre Washington et Moscou aujourd'hui. Trump, il fait pas autre chose quand il fait des coups de pression sur le Groenland, sur le Panama. Donc comment il pourrait reprocher à Poutine de faire à peu près la même chose en Ukraine? Et ça, je pense que les Russes ont bien saisi la grande chance que représente pour eux le retour au pouvoir de Trump, c'est qu'ils sont sur la même ligne, sur cette politique très martiale, où en fait, encore une fois, on donne le privilège à celui qui parle le plus fort. Avec dans le même temps aussi ces coups de pression vis-à-vis de la Russie. Aujourd'hui, c'est Poutine. Sur son réseau social Truth, en effet, il le dit ces dernières heures, la Russie doit se bouger. Ce sont ces mots en langage toujours très avec ce langage. Et si la Russie ne se bouge pas, les États-Unis vont faire quoi? Et puis quoi? Comme on aime souvent dire. Je ne fais pas et puis quoi? Ce sont ces mots en langage toujours très avec ce langage toujours combinatoire de Donald Trump qui donne des ordres finalement à ses interlocuteurs, sauf que pour l'instant, ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas parce que le monde n'est pas à son service. Il a tellement l'habitude de donner les ordres parce qu'il est un riche aux États-Unis, parce qu'il est président des États-Unis, parce que les États-Unis sont l'un des plus grands pays du monde, a plein de valets, qu'il a oublié que le reste du monde ne lui appartient pas. Voilà, c'est en fait ça le truc. Donc vous voyez qu'il vit dans un fantasme et à chaque fois la réalité doit le rappeler à l'ordre. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, c'est ce que j'avais à partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.